Donc là, j'ai 1 heure et demie pour vous faire une présentation que j'ai intitulée Data Image, habiter l'instant du regard. Donc 1 heure et demie, c'est très court et je vais faire sans doute plein de raccourcis. On pourra rediscuter de tout ça ensemble, évidemment. Si vous voulez m'interrompre pour me poser une question, n'hésitez pas à le faire. Sinon, on se retrouve d'ici 1 h 30 pour en discuter. Alors, je me présente. Donc, moi, je suis Olaf Avenatti. Je suis un designer graphique. Ça, c'est quelques images de ma production récente. Et donc, la moitié de mon temps, je suis designer graphique et l'autre moitié du temps, je suis enseignant et j'ai une pratique de recherche dans le cadre de cet enseignement. Je travaille beaucoup pour mon exercice libéral en fait de designer graphique inscrit à la Maison des artistes. En fait, je travaille beaucoup sur des questions muséographiques et aussi sur des questions liées à Internet et un petit peu moins à la représentation de données. Finalement, la représentation de données, c'est quelque chose que j'ai plus pratiqué et que je continue à pratiquer dans le domaine académique principalement. Principalement, la raison pour laquelle ça se passe comme ça, c'est aussi parce que pour l'instant, enfin disons que dans ma pratique professionnelle, je fonctionne vraiment par le biais de commandes. Et il se trouve que dans ma carrière, dans mon réseau professionnel, quoi, j'ai assez peu de commandes en termes de data vis, mais par contre, le champ académique est beaucoup plus ouvert à ces expérimentations-là. Et donc, c'est là finalement que j'ai construit ma réflexion. J'enseigne à Reims, à l'ESSAD de Reims, donc à la fois dans le suivi de projet pour les masters. Donc, j'ai des étudiants en 4e et en 5e année. Et je développe un programme de recherche qui s'appelle Data Visualisation depuis 2015. Et en fait, voilà comment ça fonctionne. Moi, je construis en fait une sorte de réflexion continue depuis 2015 en essayant de faire avancer un sujet qu'on pourrait qualifier de méta-sujet, qui est lié au design d'information. Et en fait, ce méta-sujet, je le tronçonne et je le découpe en projets, en mini-projets d'une durée d'1 an que je soumets à chaque promotion de 4e année, ce qui leur permet d'avoir cette sensibilisation au domaine de la recherche académique, de les mettre en contact aussi avec la culture scientifique et avec un système de valeurs qui est le système de valeurs de la recherche et de la science, qui est très différent du système de valeurs qu'on peut trouver soit dans le monde à visée commerciale, soit même dans le monde à visée, disons, culturelle. Je dirais qu'en fait, dans la recherche académique, il y a un enjeu en fait à produire une connaissance qui soit transmissible avant toute chose, quoi, et que cette connaissance, elle soit établie avec une sorte de méthode en fait qui soit une méthode suffisamment consensuelle pour que cette connaissance soit acceptée comme le point de départ de celui qui démarre sa propre recherche. Hein, donc il faut bien distinguer distinguer, je veux dire, la recherche de la connaissance acquise par le biais de la recherche. Hein, la connaissance acquise par le biais de la recherche, c'est le savoir scientifique. En fait, c'est un socle sur lequel nous appuyons nos recherches. Et en effet, quand on recherche, en fait, on explore des nouvelles choses. Donc moi, en fait, j'ai essayé de démarrer cette activité au sein de l'ESSAD de Reims. Et j'ai fait un certain nombre de constats ou bien de rencontres au fil du temps depuis quelques années. Et donc là, je vais vous faire part de ça. La première chose dont je voudrais vous faire part, c'est en fait, je voudrais vous faire part de cette notion de formativité. Donc, c'est un philosophe italien qui s'appelle Luigi Pareson, un philosophe du XXe siècle, qui a effectué un travail dans sa vie sur il a beaucoup réfléchi aux questions de religion, etc. Mais en fait, il y a un moment donné, il s'est mis à réfléchir à l'art. Et il a abouti à cette conception de formativité. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est que toute activité humaine est formative.
en fait, la forme, elle est inévitable. Elle est fatale dans nos vies, quoi. On ne peut pas y échapper. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on produit une forme. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est intéressant à considérer quand on s'apprête à travailler les données. Parce que une des questions fondamentales de la data visualisation, c'est, enfin pour nous, designers, finalement, ça va être qu'est-ce que je reçois en input et qu'est-ce que j'émets en output et qu'est-ce qui se passe au milieu. Donc je vais un petit peu vous parler de ça. Mais déjà, si on envisage que tout a une forme, ça veut dire que la donnée également a une forme. Et alors pourquoi est-ce que la forme est inévitable? C'est parce qu'en fait, partout où il y a un choix à faire, partout où il y a un choix possible, il y a un arbitrage. Partout où il y a un arbitrage, en fait, cet arbitrage peut être questionné. Pourquoi est-ce que j'utilise les mots que j'emploie pour vous parler maintenant? Eh ben, ça donne une forme à mon discours. Est-ce que c'est la bonne forme? Est-ce que vous allez être sensible à ce que je dis par rapport, ou est-ce que vous allez recevoir ce que je dis comme je souhaite que vous le receviez? Ça, je sais pas. Je sais pas, mais je fais un choix. Je prends d'une certaine façon un risque de la forme. Et cette forme-là, en fait, je vous l'adresse. Et voilà. Et aussi ce qu'il pose, enfin, une fois qu'il a posé ça, toute activité humaine est formative. En fait, ça veut dire aussi que la forme, ça n'est pas qu'un enjeu d'artiste, en fait. Le politique produit de la forme. Le technique produit de la forme. La technique produit de la forme. Quand on fait du code, quand on fait des maths, même quand on organise, quand on fait du management, quand on organise une équipe, quand on crée un fichier Excel, partout, là-dedans, il y a finalement de la production de forme. Et cette forme, donc, ça veut dire qu'elle peut être débattue aussi. C'est ça qui est intéressant. Est-ce la bonne forme par rapport à ce qu'on voulait faire? On peut avoir ce regard rétrospectif sur les formes que chacun en produit en se posant la question, sont-elles ce qu'elles devraient être? La deuxième personne dont je voudrais vous parler, qui est un guide qui est apparu très récemment pour moi, c'est Claude Imbert, qui est... Ah, pardon, il y a des petites fautes d'orthographe dans mes slides. Claude Imbert, qui est philosophe, logicienne, c'est-à-dire elle est historienne de la logique. Elle est professeure émérite à l'École normale supérieure et elle pose un truc assez intéressant. Après avoir beaucoup étudié en fait les textes et les prises de parole des philosophes grecs tels que Platon, Aristote, les stoïciens, etc., elle pose qu'en fait la structure fondamentale de notre langage est articulée en deux temps. Le premier temps, c'est phenetai moe, et le deuxième temps, c'est lego soi. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire ce que j'ai vu, ce qui m'est apparu, je te le dis, je te le donne. Elle dit qu'en fait, la pensée des philosophes grecs dont nous sommes héritiers culturellement sur tout le continent européen et dans toute la société qui se rêve comme une société moderne, en fait, elle est héritière de ça. Elle est héritière de quelque chose qui s'établit dans un cadre discursif, c'est-à-dire que les philosophes grecs, en fait, en général, ils sont en conversation avec quelqu'un en face d'eux, qui sont déjà dans un processus de transmission et dans un processus de conversation. Et donc, les philosophes de cette Grèce antique, ils installent ce rythme de la pensée pour avoir le propos qu'ils ont eu, le propos naturaliste qui décrit le monde, le propos rationnel, qui établit la logique de la pensée, et le propos catégorial qui range les choses dans des cases. D'accord. Et d'après Claude, alors là, moi, je m'en remets entièrement à elle. Il faut lire ses textes en détail pour argumenter cette affirmation qu'en fait, voilà, on vit cette scansion en deux temps. Ce que j'ai vu, ce qui m'est apparu, je te le dis ou je te le donne. Et selon Claude Imbert, donc on est depuis cette époque, depuis une vingtaine de siècles, on est dans cette logique fondamentale qui structure notre pensée, cette logique du datif, cette logique du don de ce qu'on a reçu. Et donc moi, ce que je comprends finalement quand je lis ça, ou ce que j'ai envie de comprendre de cette forme, c'est que on est les héritiers d'un certain rapport au monde qui nous place en position de pivot entre une supposée connaissance qu'on a reçue, d'une part,
Et en même temps, ça nous met en position de l'autre côté du pivot. Il y a en fait la personne à qui on s'adresse pour transmettre ce qu'on a perçu et pour d'une certaine façon faire valoir ce qu'on a reçu, pour faire valoir ce qu'on a reçu auprès de lui et pour le convaincre. Il y a 2 ouvrages que vous pouvez lire si vous voulez en savoir plus là-dessus. C'est aux Presses universitaires de France. C'est issu des 2 thèses qu'elle a faites. Une thèse en philosophie qui s'appelle Pour une histoire de la logique, et une thèse plutôt liée au langage mathématique qui s'appelle Phénoménologie et langue formulaire. Donc si je prends ces 2 propositions et que j'essaye de voir ce qui se passe entre elles, je vois que finalement, je vais me retrouver dans une situation, moi en tant que graphiste, je me retrouve souvent dans cette situation de recevoir un contenu, d'essayer d'en faire quelque chose, de le métaboliser, quoi, ce que j'ai reçu, ce qui m'est apparu, ce qui m'a été donné, je le prends, j'essaye d'en faire quelque chose, j'essaye de le transformer, de le déplacer, et à un moment donné, je suis en mesure de le transmettre sous une forme. Donc moi, mon activité, elle est un peu entre ces deux pôles, et elle essaye de tirer parti de ces 2 pôles. En fait, ça résonne doublement avec moi, parce qu'il y a cette préoccupation du design graphique, et que ma formation, comme je pense beaucoup d'entre vous, j'ai été formé à la rationalité moderniste, le Bauhaus, etc., une sorte d'humanisme moderne, mais en même temps, il y a un deuxième jeu de préoccupation en fait qui rentre qui percute un peu cette institution intellectuelle qu'est le modernisme, et qui a plutôt à voir avec les idées qui circulent en ce moment sur notre nouveau rôle de citoyen face au monde, et comment, comme dit Latour, comment atterrir dans un nouveau rapport en fait au milieu qui nous permet d'exister, ce fameux milieu du vivant, quoi, hein, dont on parle, qu'on a appelé milieu naturel jusqu'à maintenant, et qu'on a plutôt tendance à essayer de renommer aujourd'hui, hein, qui cherche son nouveau nom, quoi. Certains appellent ça Gaïa, certains appellent ça, bon bref, des noms circulent pour essayer justement de rejouer en fait de lui redonner de la plasticité intellectuelle. Parce que Bruno Latour, il dit nous n'avons jamais été modernes. Voilà. Et finalement, si la modernité est liée de cette alliance, de cette scansion, 1, ce que j'ai vu, ce qui m'est apparu, 2, je te le dis, je te le donne. Alors qu'est-ce que ça veut dire de vivre? Qu'est-ce que ça veut dire de fonctionner comme ça en tant qu'opérateur concret de l'intermédiation entre ces 2 propositions? Alors, j'ai pas la réponse évidemment, hein, à vous donner, mais moi, par contre, la question m'apparaît maintenant très clairement, quoi. Et j'ai envie de transformer toutes ces affirmations en questions. Poser la question: qu'est-ce que j'ai vu en fait? Qu'est-ce qui m'est apparu? Quel véhicule et quelle forme je vais pouvoir donner à ça, dans le but de convaincre qui, en fait? De quoi? À qui est-ce que je m'adresse? C'est pour lui dire quoi? On peut reprendre ça, la question, en sens inverse. Si je veux te convaincre de quelque chose que je suis capable d'énoncer, alors quel véhicule dois-je donner à ce que je crois qui m'est apparu? Quand on travaille sur les données, en fait, aujourd'hui, ce qu'on entend par données, c'est pas tout à fait la même chose que ce que les historiens des sciences peuvent considérer comme données, hein, mais pour nous, la donnée, c'est la donnée numérique, en fait, hein, en réalité, aujourd'hui. Hein. Parce que plus de 20 siècles se sont passés, hein, si on fait une grande ellipse, comme dans ce film de Stanley Kubrick, où on voit un grand singe qui jette un bâton en l'air, et puis ensuite la caméra redescend et pour nous montrer un satellite qui flotte dans l'espace. On fait la grande ellipse du temps, et bien là, on saute 20 siècles et on se retrouve là au 20e, 21e siècle. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on reçoit, ce qui nous est donné, en fait, est déjà en fait quelque chose qui est le fruit d'une production. C'est le processus de numérisation, donc qui est à l'origine de la récolte des données,
procède en fait par une sorte de normalisation quantifiante du réel. C'est-à-dire on a le monde analogique. Ce monde analogique, c'est celui en fait, dont on a du mal à percevoir les limites en réalité. Parce que notre appareil de perception n'est pas fait pour ça. On a du mal à le quantifier. On a des instruments pour le quantifier, en fait. Donc, la numérisation, ça procède par une description sélective du réel, par un filtrage, en fait, qui est normalisé. Par exemple, quand à gauche de l'image, vous avez ce qui se passe quand on numérise un son. Un son, c'est une onde qui se propage dans l'air. Cette onde a une longueur d'onde, c'est-à-dire qu'elle a une fréquence. Donc, en fait, cette longueur d'onde est continue. Si j'essaye de la couper en deux, puis en deux, puis en deux, puis en deux, puis en deux, ben ce que je me figure, en tout cas, c'est que je peux éternellement la couper en deux. Il n'y a pas de rupture, enfin éternellement. Je peux la couper en deux jusqu'à un infiniment petit, tellement infiniment petit que pour moi, depuis mon point de vue de mammifère avec des oreilles, finalement, le son, il est continu. Mais quand je le numérise, eh bien, le micro est une oreille qui écoute le monde, mais qui l'écoute selon des règles normalisées. En disant, je vais l'écouter 11 000 fois par seconde, et là, vous avez la voix du téléphone. Ou bien, je vais l'écouter 44 000 fois par seconde, et là, vous avez la qualité audio d'un CD. 44 000 fois par seconde, l'oreille échantillonne, c'est-à-dire enregistre la longueur d'onde des fréquences qu'elle reçoit, et elle reconstitue un son. Et pour l'image, c'est pareil. En bas à droite, on voit ce qui se passe dans la numérisation d'une image. On ne capte pas une image comme le sel d'argent est capable de ressentir le photon qui vient transformer la matière même du sel d'argent sur le papier, qui est un processus de captation analogique de l'image. Là, le processus est numérique, c'est-à-dire que c'est un processus rationnel. Il existe une grille, le capteur de l'appareil photo est une grille régulière de petits yeux de format carré qui échantillonnent chacun leur fragment du réel. Et qu'est-ce que ça construit? Ça construit une image qui serait suffisamment bonne. Suffisamment bonne. Qu'est-ce que ça veut dire suffisamment bonne? Ça veut dire que tout ce qui n'est pas utile, jugé utile, est évacué. Alors déjà, ça c'est un premier choix formatif énorme. Si on évacue une partie de l'information au départ quand on la capte, parce qu'on juge qu'elle est suffisamment bonne, déjà, c'est-à-dire qu'on s'interdit de pouvoir disposer de cette information plus tard, et ça c'est une frontière indépassable de notre fonctionnement de numérisation du monde. La numérisation procède par filtrage. Donc penser que la data serait brute, ou bien que la data aurait une forme de pureté originelle, ou bien serait un point de départ, je pense que c'est déjà quelque chose qu'il faut savoir largement remettre en question. Ou bien, plutôt, avant de commencer à la mettre en forme, déjà, il faut bien observer comment elle est récoltée par rapport à la réalité analogique dont elle prétend rendre compte, pour bien comprendre déjà de quoi on va disposer comme matière première, pour bien comprendre dans ce premier terme qu'est-ce qui m'est apparu, pour le voir comme une question comme ça. Qu'ai-je vu? Qu'est-ce qui m'est apparu? Et puis, ça me fait me souvenir aussi de cette phrase qui est extraite de l'argument d'une rencontre au centre Georges Pompidou. C'est Bernard Stiegler et Vincent Puig qui écrivent ça à l'occasion de la sortie du numéro 2 de la revue Études digitales en 2017. Ils disent « Il s'agit de susciter une relation réfléchie entre l'obtenu des datas et le donné du monde. » Ça, je trouve c'est intéressant cette phrase, de se dire qu'en fait, le monde nous serait donné, phenetai moi, qu'est-ce qui m'est apparu, qu'est-ce qui m'est donné en fait, c'est le monde. Le monde se donne, mais les datas sont obtenues. Donc les datas, on peut plutôt appeler ça, il faudrait plutôt qu'appeler ça une donnée, il faudrait plutôt appeler ça une obtenue, selon Bernard Stiegler et Vincent Puig. Et dès qu'on l'envisage comme une obtenue, la data, on ne peut plus faire abstraction du processus de récolte qui fait qu'on l'obtient. Et là, pour créer encore une mise en abîme qui peut nous donner le tournis,
Bernard Stiegler et Vincent Puig, en 2017, ils disent le donné du monde. Et vous savez que en fait, c'est ce que Bruno Latour remet en cause, quoi, aussi. Quand il dit qu'il faut atterrir dans un nouveau monde, c'est-à-dire, c'est le monde des modernes qui se donne à nous, qui est donné, donc que nous prenons, dont nous disposons. La théorie économique, par exemple, considère que les matières premières sont gratuites, n'ont pas d'impact dans le bilan. Donc, elles sont données, quoi. C'est du don, tout ça. On ne se préoccupe pas de savoir d'où ça vient, le monde, ni ce que ça fait d'aller le chercher, ou d'aller le prendre, ou d'aller l'extraire, en fait. Mais en fait, cette relation extractiviste à l'information supposée du monde qui serait le monde nous est donné, déjà, à mon avis, ça, c'est quelque chose qui ne va plus de soi, qui ne va plus de soi aujourd'hui. Et alors, mais quand bien même ça irait de soi, la data qui en est extraite est donc obtenue par un processus extractiviste qui a déjà agi comme un, comment dire, la data, c'est déjà de la matière raffinée, voilà. Hein. Si on essaie de voir, de faire une analogie avec le monde de la pétrochimie, je dirais que la data, c'est pas le pétrole qui sort du sol. La data, c'est plutôt l'essence qui sort de la raffinerie. Et alors, une fois qu'on a dit ça, alors j'ai conscience que ce que je dis là, c'est vraiment, c'est comme des, enfin, ça procède par énormément de raccourcis. Hein. Tout ça doit être en fait largement décrit et débattu, mais hein, pour des questions en fait de tempo, et de temps de présentation, je me suis contraint à aller vite sur ces questions. Moi, en fait, alors si on atterrit concrètement en fait, hein, dans ce que tout ça peut vouloir, comment tout ça peut s'incarner en fait dans une pratique de design. En fait, le travail qu'on mène en recherche en data visualisation, c'est de dire il y a ces obtenus dans la partie gauche de l'écran qui sont déjà une forme de langage. C'est déjà un langage, la donnée. Et il y a ce qu'on peut en faire pour convertir ça, transformer ça en forme visuelle. Je reviendrai un petit peu plus loin sur qu'est-ce que ça peut faire de produire cette forme visuelle, mais disons que, en tout cas, quand on fait cette transformation, il est très important pour nous, dans le travail, d'essayer de ne pas perdre de données, d'essayer de les conserver au maximum. C'est-à-dire l'enjeu pour nous de data visualisation n'est pas de trouver une forme simplifiée d'une donnée complexe, mais c'est plutôt de permettre aux données complexes de trouver, entre guillemets, leur forme ou des formes qu'on ajoute à leur forme initiale. Transformer, c'est déplacer la forme. Donc en fait, on essaie de déplacer la forme initiale de ces données qui sont obtenues déjà. Donc ces données obtenues, on essaie de les transformer, de les déplacer dans le domaine visuel et le domaine planaire, le domaine de l'image. Mais en chemin, on essaye de prendre soin des données de telle sorte que les images que l'on montre ne soient pas des images qui aient provoqué des distorsions de sens par rapport à ce qu'on avait au départ. Là, ce que je vous montre ici, c'est un projet qui prend un problème bien connu des gens qui font des algorithmes génétiques. C'est ce qui s'appelle le vehicle routing problem, c'est-à-dire qu'on a un camion de livraison et puis plein de points de livraison possibles. Et alors, quel va être le meilleur parcours du camion de livraison pour livrer tous les clients en quittant son dépôt? Et ben en fait, il y a plein de possibilités différentes. Il y a plein de livraisons possibles, de la plus intéressante à la plus absurde. Et en fait, là, nous, ce qu'on a essayé de représenter, c'est ce qui serait la matrice de ces routes possibles, hein, dans un empilement de matrices. Donc, c'est une visualisation qui fait sens pour les gens qui programment des algorithmes génétiques. Évidemment, pour ceux qui n'en programment pas, c'est du charabia.
Mais en fait, voilà, pour vous dire 2 mots juste sur la méthode, en fait, on travaille avec des scientifiques qui nous confient des problèmes de visualisation qu'ils ont dans leur travail quotidien, et nous, on essaie de leur donner des outils et des formes pour les aider en fait à visualiser les obtenus avec lesquels ils travaillent, avant même qu'ils aient extrait euh, la substantifique valeur, ou bien avant même qu'ils aient extrait l'aiguille dans la botte de foin, eh ben, on essaye déjà de représenter la botte de foin, de telle sorte que l'aiguille, peut-être, on l'espère, à un moment donné, sort toute seule, ou bien se finit par se voir, en fait, dans la botte de foin. Alors ça, c'est ce qu'on fait, le type d'activité qu'on a dans le laboratoire de recherche que j'anime, mais il y a aussi des projets qui ont lieu, qui sont, disons, peut-être plus inscrits dans le contexte sociétal commun, c'est-à-dire en dehors du domaine de la science. Là, il s'agit d'un travail de représentation à partir de données extraites de Facebook. Si vous cliquez dans Facebook sur le bouton « Je veux récupérer mes données », vous allez recevoir, après un délai qui peut être parfois assez long, hein, parfois plusieurs semaines, vous allez recevoir une archive comme ça que vous allez pouvoir décompresser, et puis ça va se présenter sous cette forme-là, de fichiers JSON qui décrivent exactement ce que vous faites sur Facebook. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est créer des visualisations avec des librairies, avec des technologies web, hein, standards, HTML, CSS, JS, JavaScript, notamment la librairie P5. Et là, on a essayé finalement de remettre en image ce qui sont des données qui sont récoltées donc, par Facebook, mais qui sont complètement inactives pour nous en termes de sens quand on les voit sous forme de texte. Elles ne veulent rien dire pour nous. Mais si on commence à les grapher, là, on peut se rendre compte qu'en fait, il y a toutes nos routines du quotidien qui sont inscrites dans ces lignes. Et là où Facebook a obéi à la loi et donc à la rationalité légale en nous donnant nos données sous une forme qui est inactive pour nous, qui ne fait pas sens pour nous, et ben, avec des technologies du web donc ouvert, libre et gratuit, on va dire, on peut, depuis notre position de pixel social, essayer de regagner un peu de terrain, quoi, hein, par rapport aux GAFAM. Ce qui est quelque chose d'assez intéressant aussi. Parce que là, il y a un enjeu aussi politique à reprendre la main depuis le terrain sur des informations qui nous concernent, qui sont les nôtres. Dans ces deux cas de figure, on avait cette data initiale, hein, dont on se souvient qu'elle est déjà une obtenue, une forme. On a ce processus formatif et qui la transforme en data médiée, c'est-à-dire la data qui a fait l'objet d'une médiation. Au plan pratique, c'est qu'est-ce qu'on gagne en chemin et qu'est-ce qu'on perd en chemin, en jeu, en fait. Alors, moi, il me semble que ce qu'on va gagner en chemin, c'est une sorte de perception immédiate, une perception instantanée des choses, d'un phénomène complexe. Et puis ce qu'on va perdre en chemin, c'est la plasticité de cette data qui se trouve finalement projetée dans un point de vue. Elle se retrouve figée depuis un point de vue, donc on ne peut plus la manipuler comme avant. Elle a perdu son potentiel, hein, ou plutôt son potentiel s'est réalisé dans une forme donnée. Ça a précipité au fond du tube à essai, voilà, quelque chose s'est figé, mais par contre, ce qui s'est figé, c'est un point de vue. Par exemple, ici, vous avez deux façons de représenter. Donc, c'est un exemple emblématique, hein, de la data vise. C'est issu d'un bouquin qui s'appelle Le système Minard, et préfacé par Just Grotens aux éditions B42. Je vous recommande cet ouvrage. Et donc, Charles-Joseph Minard, c'est un ingénieur qui s'intéresse à la visualisation des statistiques au milieu du 19e siècle. Et notamment, là, il propose cette vision qui est la carte figurative des pertes successives en hommes de l'armée française pendant la campagne de Russie de 1812 à 1813. Et puis, vous avez en bas à gauche la même chose, mais en fait dans une image, dans une vision
que je pourrais décrire comme peut-être plus littéraire, dans le fond. C'est-à-dire, on a une vision poétique et littéraire qui s'exprime sous la forme d'une peinture qui présente une scène. C'est la retraite de Russie, avec, on voit les soldats sous la neige, les corps recouverts de neige, la déroute, en fait, tout le monde a la tête baissée. On voit dans l'image qu'il fait froid. Enfin, on comprend on a une sorte d'information à la fois poétique et en même temps presque sensorielle qui vient de cette image. Et ce qu'on observe dans la data visualisation, en fait, c'est une sorte de perception instantanée et quantifiée des choses. Donc là, vous avez en rose, enfin en beige, le voyage aller, et en noir, le voyage retour. Donc à gauche de l'écran, c'est la France, à droite de l'écran, c'est Moscou. L'épaisseur du trait correspond à l'effectif de l'armée. Donc vous voyez, c'est un trait qui finit par s'amenuiser progressivement et qui finit au retour par n'être presque plus rien, hein, puisque le voyage noir, c'est le voyage retour, le trait noir. Vous comparez dans la partie gauche de l'écran la hauteur du trait beige et la hauteur du trait noir, et vous voyez la différence entre les hommes qui sont partis et les hommes qui sont rentrés. Et cette data vise, elle a été faite à partir des registres de l'armée. Donc, vous imaginez plein de livres qui sont pleins de petits tableaux écrits à la plume, où vous avez les dates des décès de toutes les personnes. À telle date, un tel est décédé à tel endroit. Donc, vous imaginez le travail de celui qui parcourt tous ces registres de la médecine militaire, toutes ces archives, en fait, militaires, et qui produit une seule image synthétique qui nous donne accès à un fait qui est quand même assez complexe à décrire en réalité, ou bien assez complexe si on veut en percevoir les tendances. Par exemple, là, ce qu'on observe dans l'image, c'est qu'à un moment donné, l'armée se sépare en plusieurs corps expéditionnaires, vous voyez. Il y a des branches qui s'effectuent. Il y a des branches beiges. Ça veut dire que dans le voyage aller, l'armée se sépare. On peut aussi voir le rythme à laquelle les pertes en hommes arrivent. Donc, on voit qu'en fait, le problème, ça n'a pas été le siège de Moscou. C'est-à-dire, il n'y a qu'un tiers ou un quart de l'armée qui est arrivé à Moscou. Vous voyez, donc en fait, ça nous donne des tas d'informations. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des courbes de température qui sont données en bas de l'image. Et puis, on voit des informations géographiques aussi, les noms des villes. Donc, on est bien on est bien en face de l'expression visuelle instantanée d'un fait très complexe, et en même temps qui nous évite d'avoir à parcourir tous les registres de la médecine militaire pour pouvoir avoir accès à cette information. Ce qui m'amène finalement à cette double proposition, c'est que ce que la data visualisation nous permet ici, c'est à la fois d'avoir une perception instantanée de quelque chose de complexe qui se développe dans la quantité d'informations chiffrées, et en même temps une perception que je pourrais appeler par un néologisme bizarre déspécialisée. Ça veut dire qu'elle n'est plus faite pour les spécialistes, elle est faite pour l'œil de tout le monde. En fait, tout le monde est invité à voir cette image, parce que les codes utilisés dans cette image sont des codes qui sont accessibles en fait à tous, qui sont assez simples dès lors qu'on a compris la règle du jeu graphique qu'on nous propose. Eh ben, on est tous invités à la comprendre. Donc, elle n'est plus destinée aux spécialistes, cette image. Et on a essayé de grapher ce qu'on appelle improprement parfois des données brutes, qui n'ont rien de brut en fait, mais qui sont les données que je pourrais dire que finalement, qu'est-ce que c'est qu'une donnée brute? C'est la première forme dont on peut disposer pour une donnée. C'est la forme originelle de la donnée. Elle n'est pas brute, mais elle est originelle. Alors, il y a un statisticien qui s'appelle Francis Anscombe, qui a fait une petite démonstration dans les années 70, très intéressante pour expliquer pourquoi est-ce qu'il faut essayer de grapher les données avant de les analyser. Donc, il crée 4 jeux de statistiques, comme ça, les jeux 1, 2, 3 et 4, que vous voyez ici dans la partie gauche de l'écran. Et ce sont des jeux statistiques qui possèdent exactement les mêmes propriétés statistiques. Donc, si on regarde cette image, enfin, ce slide, si vous regardez ce slide, en principe, vous allez avoir du mal
à distinguer les tendances qui sont à l'œuvre dans ces 4 jeux statistiques, rien ne vous y aide en réalité. Ce sont des chiffres, c'est laborieux à lire, c'est laborieux de se faire, d'analyser la différence qu'il y a entre les chiffres de ces 4 jeux statistiques. Et puis, quand on regarde les propriétés, bon, ce sont les mêmes propriétés pour les 4 jeux, donc voilà, comment distinguer les choses. Et ensuite, ce qu'il fait, Francis Anscombe, c'est qu'il va grapher les 4 jeux statistiques, et là, évidemment, les tendances présentes à l'œuvre, les tendances, je veux dire, à l'œuvre, qui sont présentes dans les jeux, émergent toutes seules. Là, l'aiguille sort toute seule de la botte de foin. Oui. Et pourquoi elle le fait? Parce qu'on a juste donné une forme graphique à ce qui était avant littéraire, même si c'est de la littérature technique, même si c'est une forme littéraire mathématique, ça reste quand même quelque chose qui se lit de façon linéaire. Là, on n'est plus linéaire dans la lecture, on est instantané dans le plan. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre pour l'intérêt de la data visualisation. Et même pour l'intérêt du graphisme en général. Et puis, je pense que en textile, cette question de la matrice et du plan est vraiment fondamentale aussi dans le mode d'expression. On n'est plus dans la ligne de la littérature, c'est-à-dire un texte linéaire, une phrase qui s'énoncerait dans la continuité du fil de la ligne, qui parfois évidemment revient à la ligne, mais quand même ça reste une ligne. Et on peut opposer à ça quelque chose qui serait le graphe, ou bien la forme planaire, c'est-à-dire la forme de l'écrit qui se déploie dans la hauteur aussi, tout autant que dans la largeur. Voyez, quand on fait appel au plan, quand on graphe, on travaille dans 2 dimensions de la page, la dimension de ce qu'on appelle l'axe des X et l'axe des Y. C'est-à-dire on déploie les choses dans la spatialisation de la page. Et ça, c'est une manipulation scribale qui est propre aux mathématiques. Et les mathématiques, c'est le langage qui, d'après Claude Imbert, est le langage, je le cite, adéquat à la saisie des forces physiques. Quand on veut décrire le monde en le quantifiant, on va utiliser un langage qui n'est plus le langage littéraire, mais qui est le langage technique, le langage mathématique, le langage de la pondération des choses, le langage de leur description quantitative. Et il se trouve que dans l'histoire de l'écriture, nos ancêtres ont fait le choix d'utiliser le plan pour représenter soit des schémas, mais même des équations. Si vous regardez ce que c'est qu'une équation, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Une équation, ce sont des caractères typographiques qui ne sont plus utilisés uniquement en ligne, mais qui sont aussi utilisés, qui se déploient aussi dans la hauteur. Donc en fait, il s'agit d'une image planaire. Une autre différence entre la parole littéraire et la parole mathématique, c'est que, comme vous le savez, la parole est polysémique. Les mots ont plusieurs sens. Et donc, quand on assemble des mots pour faire des phrases, en fait, le sens peut arriver d'une façon très différente dans chaque oreille qui reçoit la phrase. Parce qu'il y a cette polysémie fondamentale de la parole et du langage qui fait que finalement, c'est aussi son intérêt poétique. C'est une chance, la polysémie de la langue. Ça permet des interprétations très variées. En mathématiques, par contre, ce qu'on recherche, c'est d'essayer de minimiser cette polysémie au maximum. Quand on adresse à quelqu'un une équation, on ne veut surtout pas qu'il l'interprète comme autre chose que ce que vous avez voulu qu'elle dise. Donc, en fait, cette forme technique de la pensée et de la logique, qui sont les mathématiques, en fait, on pourrait souvent utiliser une forme littéraire pour décrire une équation, pour dire, à la place d'écrire 1 plus 1 égale 2, on pourrait très bien dire, je prends une unité de quelque chose et puis j'y ajoute une autre unité de quelque chose, et quand je mets ces 2 choses côte à côte, j'en obtiens 2. Ce que je viens de dire là, c'est la version littéraire de 1 plus 1 égale 2. Mais 1 plus 1 égale 2 est beaucoup plus direct et beaucoup moins polysémique et beaucoup moins sujet à l'interprétation, à la dérive d'interprétation, que la phrase un peu alambiquée que j'ai fait avant pour le décrire. Et donc, je pense que là, on est
C'est intéressant de voir par rapport à cet exemple notamment que quand on est dans la peinture picturale, quand on peint une image, quand on représente une scène, en fait, on est peut-être plus dans quelque chose qui relève de la littérature que quand on fait un graphe, où là, on est quelque chose qui relève plus d'une pensée quantifiée, quantifiante, mathématique, hein. Et donc, c'est vrai que ces deux images, elles sont planaires, elles utilisent le plan pour exister, mais en fait, leur matière même fait qu'elles divergent complètement par rapport à ce qu'elles tentent d'accomplir en matière de signification, pour parler du même événement, hein. C'est intéressant de voir ça. Alors évidemment, l'usage du plan, comme ici dans cette double page de la géométrie de Descartes, vous voyez au passage que l'imprimeur qui a su imprimer ça en 1637 était vraiment un imprimeur ultra balèze, en fait. Parce que demander aujourd'hui à un imprimeur ou plutôt à un éditeur de composer des équations de ce genre, même avec InDesign, et je vous assure que beaucoup de gens vous diront non, envoyez-moi des PNG, faites-moi des images, moi je ne sais plus faire ça. Hein, mais là, vous imaginez ce que c'est en typo au plomb de composer un ouvrage comme ça. Donc chapeau l'imprimeur. En fait, cette méthode planaire, elle a été aussi utilisée beaucoup dans les planches descriptives, naturalistes, hein, de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Comme par exemple, quand on a ce tableau, ce système figuré des connaissances humaines, vous voyez bien qu'on est dans un emploi planaire, en fait. On a créé on exprime des hiérarchies, on exprime un arbre, en fait, hiérarchique, et on le fait en employant à la fois la linéarité du texte, mais la non-linéarité de la verticalité. Et bien que tous les éléments imprimés sur cette page soient de nature typographique, en fait, on les emploie plus réellement. En fait, c'est comme une grande équation, si vous voulez. Mais je pense que Bruno Latour, tout ça, il remet tout ça beaucoup en question, en fait, aussi, hein, aujourd'hui, en disant finalement, ça, c'est une pensée catégoriale, c'est-à-dire celle qui met les choses dans des boîtes, une pensée qui ne peut être faite que par quelqu'un qui pense qu'il s'est extrait, en fait, du monde qu'il observe. C'est la mise en abîme d'aujourd'hui, la chose le débat dans lequel nous sommes plongés. Et alors cette utilisation du plan, évidemment, elle est aussi, c'est la matière même de ce qui compose notre moyen d'action graphique quand on fait du graphisme. Hein. Mallarmé fait la même chose aussi, hein. Il emploie dans son célèbre poème, hein, jamais un coup de dé n'abolira le hasard. C'est lui en fait qui fait la propre mise en page de son texte. C'est lui qui en fait les épreuves d'édition, hein, pour aboutir à un emploi en fait de la spatialisation qui permet de diriger la lecture dans un certain sens, de diriger la lecture vers certaines émotions, en fait, de proposer un mode de lecture. Et puis l'usage du plan, il est aussi technique, comme par exemple dans l'écriture du code, pardon, je mange mon mot, la délinéarisation du texte qu'on observe ici, et avec cette indentation successive et ce découpage spatial, ce découpage vertical du texte, en fait, nous permet en fait de comprendre. C'est une convention qui nous permet de lire le code, tout simplement. Alors la personne qui a beaucoup parlé de ça, qui est très intéressante, c'est Éric Guichard. Éric Guichard, il est anthropologue, il est philosophe des sciences et il a fait un article qui s'appelle Écriture planaire, cartes, formules, code et images dans le bouquin que j'ai coédité qui s'appelle Datalogie en 2016 aux éditions Locaux, si ça vous intéresse. Voilà. Alors on parlait précédemment, je vous parlais de la question de la complexité, de ce que peut apporter une data vise. Et là, je voudrais vous montrer un exemple qui m'a frappé récemment. Qui est la une du New York Times du 21 février 2001. Et cette une, elle présente une data visualisation sur toute la hauteur de sa page. Et donc là, ici, on est dans l'objectif d'informer
sur des faits qui sont difficiles à percevoir et dans une réalité en plus où ces faits font débat, c'est-à-dire ils sont débattus de façon assez âpre. Et là, il s'agit des décès liés au Covid pour essayer de se faire une vision de ce que c'est que l'épidémie de Covid aux États-Unis depuis le départ. Donc c'est une image qui est qui est très puissante en fait, qui est très forte. Et voilà, en fait, je vous la montre en détail. Donc, vous avez ici en rouge un petit cercle rouge en haut de la page qui dit que le 29 février 2020, il y a le premier cas rapporté de quelqu'un qui est mort dans l'État de Washington, qui est quelqu'un qui est mort du Covid. Et cette personne entourée par un cercle rouge est signifiée par un point noir. Ensuite, on nous dit que chaque point représente quelqu'un qui est mort aux États-Unis du Covid-19. Et là, vous avez des traits rouges en fait qui vont traverser ce bandeau, et ces traits sont datés et permettent de comprendre en fait le rythme de ces traits dessine des intervalles, et chaque intervalle correspond 50 000 personnes qui décèdent. Et à l'époque, aux États-Unis, il y avait encore plein de gens qui disaient que c'était du bullshit en fait le Covid, que les gens mouraient pas, ou bien que c'était une grippe, ou bien que c'était quelque chose qui... Il y avait beaucoup d'anti-masques, beaucoup d'anti-vax, il y avait un problème sur se mettre d'accord sur les faits. Et donc là, ce que fait le New York Times, qui est très impliqué dans la question de DataVis depuis longtemps, puisqu'il finance des thèses dans ce domaine, et il finance aussi des outils. Par exemple, la librairie JavaScript D3.js a été financée notamment dans le cadre d'une thèse par le New York Times. Et donc, voilà. Donc, il crée cette DataVis qui permet de percevoir, en fait, la progressivité et le moment aussi, l'accélération tragique du nombre de décès, quoi. Où là, en fait, on passe d'un moment où il fallait 57 jours de temps pour que 50 000 personnes décèdent, et puis après, voilà, vers le 3 février 2021, c'est tous les 15 jours, en fait, que 50 000 personnes décèdent. Donc, il y a une sorte on comprend le rythme, voilà, le rythme de l'épidémie, le rythme de sa progression devient quelque chose de visible. Et là, on n'a pas créé de graphique, on a représenté chaque personne. On aurait pu faire un graphique, peut-être. Ça aurait pu être beaucoup plus petit, une information plus discrète, etc. Là, on décide d'attribuer à chaque personne une présence dans la page par un point. Donc, pour moi, c'est un geste aussi qui, au plan symbolique, est un geste très fort. C'est presque comme un hommage, d'une certaine façon. Donc, enfin, c'est un exemple intéressant, je pense. Voilà. Et puis, le deuxième exemple qui est tout à fait différent, que je voulais vous montrer, de data visualisation très complexe, mais qui pourra aussi intéresser, je pense, les gens qui se préoccupent d'associer des fibres entre elles, hein. C'est en fait ce diagramme. Donc là, c'est plus du tout le même sujet, évidemment. C'est un diagramme qui présente des horaires de train entre Paris et Lyon en 1885. Donc là, il s'agit d'un outil, en fait, hein, d'un outil pour comprendre quelque chose qui a une certaine forme de régularité. Et donc, vous voyez qu'on peut aller de Paris à Lyon, et vous avez toutes les gares intermédiaires qui permettent d'aller de Paris à Lyon en 1885. Et puis, ça, c'est l'axe vertical. Et puis, l'axe horizontal, c'est les heures du jour. Donc, à 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, midi. Voilà. Donc là, vous avez la journée se développe. Donc, si vous partez, par exemple, pour aller de Paris à Lyon, on va suivre une des diagonales. Par exemple, on va partir à 6h30 du matin, en haut à gauche, et on va suivre avec notre doigt le fil de la diagonale qui va nous amener jusqu'à la ville de Montereau à 8h25 peut-être, hein. Là, on a 5 minutes d'arrêt. Et on prend un autre train qui va de Montereau à La Roche. Et à La Roche, nous sommes à 10h05. À La Roche, nous attendons 10 minutes. Et nous allons prendre une autre diagonale, un autre train qui va aller de La Roche à Tonnerre. Et nous arriverons à la ville de Tonnerre vers 11h, 11h10. Voilà. Ensuite, là, nous avons presque une demi-heure d'attente
jusqu'à 11h30 pour aller de tonnerre à nuit quelque chose. Là, c'est trop petit pour mes yeux. Voilà. Donc là, vous voyez une sorte d'outil qui permet de circuler dans un tableau d'horaire, peut-être plus efficacement en réalité que les sortes de listes d'horaires écrites que la SNCF a produites, les léons dépliants là, avec les grilles horaires. En tout cas, c'est une alternative que je trouve très intéressante. Et là, vous avez la même méthode graphique appliquée par deux étudiants dans un travail de data visualisation pour représenter en fait des lignes d'un réseau de transport. Donc là, ce que je trouve notable et intéressant, c'est que en fait, la méthode graphique a été développée en 1885, ou tout au moins, on a un document qui montre qu'en 1885, ce principe graphique existait déjà. Et il est réemployé aujourd'hui, donc il est réexploré dans le cadre d'une exploitation interactive en fait, et liée à un flux. C'est-à-dire la donnée obtenue, elle existe sous forme d'un flux qui est constamment mis à jour et donc dont on peut constamment rafraîchir en fait l'aspect en fait. Qu'ici on rentre dans la question du design paramétrique. Alors là, ce qui est intéressant dans ces derniers exemples que je vous ai montrés, donc c'est l'instantanéité, le moment. C'est dans l'instantané de l'image en fait que les choses se passent. On voit les choses de façon immédiate. Après, on a un temps pour les comprendre, pour les déduire, pour s'acclimater avec ça. Mais une fois qu'on est acclimaté avec ces modes de représentation, en fait, la lecture est extrêmement rapide. Alors, là, je vais vous faire une petite expérience pour que vous puissiez voir à quelle vitesse vous êtes capable de voir. Je vais vous montrer une vidéo qui dure 2 minutes. Cette vidéo va vous poser 3 questions et va vous montrer 3 images. Et ces images, enfin plutôt 3 situations graphiques qu'on va vous montrer pendant 1/10 de seconde. Et une question va vous être posée à la suite de chacune de ces images. Alors là, je n'ai pas de contact avec vous dans la salle, donc mais je pense que ce serait bien si déjà entre vous, vous puissiez répondre à haute voix à la question posée, pour que la salle puisse prendre la mesure de sa capacité ou pas à répondre aux questions posées. Donc voilà, je lance la vidéo maintenant. Ça dure 2 minutes. Une vidéo sans parole et sans son. Alors, avez-vous vu le point rouge parmi les points bleus? Avez-vous vu un carré rouge parmi des cercles rouges? Avez-vous vu un rectangle rouge parmi des cercles rouges et des cercles bleus, des carrés rouges? Voilà. Donc, si vous avez un processus rétinien qui est à peu près comme le mien, vous avez pu répondre oui aux 2 premières questions, mais par contre, vous n'avez pas vu en fait ce rectangle. Ne vous est pas apparu très clairement, ou peut-être pas apparu du tout en réalité, quand vous avez vu la troisième scène, pardon. C'est lié à un processus qui s'appelle le processus de perception pré-attentif. Le traitement pré-attentif
c'est les capacités de votre appareil sensoriel à être en contact en continu avec l'environnement, avec le milieu dans lequel vous êtes, autant sur le plan audio que visuel, sensoriel, tactile. Et votre cerveau accepte de traiter un certain nombre d'informations de façon pré-attentive, c'est-à-dire sans solliciter votre attention, parce qu'il s'agit d'informations normales et habituelles. Par exemple, un oiseau vole à ma fenêtre, là, ça ne mobilise pas forcément mon attention. Je vois un nœud dans le bois du plancher. Dans mon regard périphérique, ça ne mobilise pas mon attention. L'information est traitée de façon pré-attentive. J'entends le bruit normal de l'appartement quand je dors la nuit, ça ne me réveille pas. Par contre, si un bruit bizarre se produit, ça me réveille. Ça veut dire que même quand je dors, mon oreille écoute tout ce qui se passe et peut me réveiller. Et c'est pareil pour la vision, en fait. Hein. La vision, c'est la raison pour laquelle il existe des logos Coca-Cola qui circulent en bandeau quand vous regardez un match de football, hein, sur la bande qui entoure le stade. C'est pas pour que vous voyez le mot Coca-Cola, c'est juste pour que ce signal vous soit présenté et présenté et présenté encore et encore et encore. Et quand ce système vous est présenté, et quand ce stimulus vous est présenté de nombreuses fois, finalement, vous finissez par l'assimiler complètement et par le reconnaître instantanément, pour le reconnaître avant même que votre attention se mobilise. L'enjeu pour le neuromarketing étant que vous puissiez acheter la bouteille de Coca-Cola, la mettre dans votre caddie au supermarché avant même de vous être rendu compte que vous aviez pris la bouteille. Donc, ce qui est employé comme ça dans les techniques du neuromarketing est quelque chose qui renvoie à une capacité qu'on a tous, cette capacité qui remonte sans doute à l'époque où nous étions des proies dans la savane. Hein, on se baissait pour ramasser des graines et parfois le tigre dent de sabre passait et prélevait un membre de notre groupe. Et donc, en fait, cette capacité qu'ont tous les herbivores à tendre l'oreille à un moment donné, à faire attention aux prédateurs, à être mobilisés par quelque chose d'inhabituel qui pourrait qui pourrait nous indiquer la présence d'un danger, en fait, c'est notre capacité à réagir en un dixième de seconde, en fait, à ce qui se passe. Il se trouve, en fait, que cette capacité-là, on l'a pour ce qui est visuel. Et par contre, cette capacité a des limites. Et ces limites, elles sont explorées par Jacques Bertin avec sa théorie sur les variables graphiques. Il a une théorie, Jacques Bertin, que pour faire des cartes, pour représenter des statistiques comme ça, puisque dans son travail de cartographie, c'est ce qu'il fait à l'EHESS, dans son laboratoire de graphique dans les années 50, 60, il établit comme ça 6 domaines dans lesquels la forme graphique peut varier dans un plan. Hein, elle peut varier de taille, elle peut varier de valeur, elle peut varier de grain, ce qu'on appellerait nous la texture peut-être aujourd'hui, elle peut varier de couleur, elle peut varier d'orientation et elle peut varier de forme. Et finalement, quand dans le plan on fait varier un seul de ces paramètres à la fois, alors notre cerveau préattentif fonctionne très bien et peut analyser sans mobiliser d'effort du tout une scène. Mais quand plusieurs paramètres changent en même temps, là, c'est beaucoup plus difficile pour nous de distinguer les choses de façon préattentive. Et alors, à ce moment-là, on se retrouve, notre attention se retrouve éveillée et avec une question qui apparaît, qu'est-ce que je viens de voir? Et une partie de la sensation d'effort qu'on a en face d'une data visualisation, la sensation d'effort de lecture qu'on a, peut tout à fait être reliée en fait au nombre de variables graphiques qui sont impliquées. C'est pas la complexité dont on parle, c'est la complexité de la forme graphique. C'est autre chose. Hein, ça. Il ne faut pas mélanger complexité des données ou des obtenues et complexité des formes utilisées pour les représenter. C'est 2 niveaux de complexité superposés en réalité. Et c'est intéressant d'essayer de contrôler, de retenir les chevaux fougueux de nos désirs graphiques quand on manipule des données très complexes, puisque l'enjeu pour nous, peut-être, ça va être de faire le design le plus invisible possible, le plus simple possible, qui permet à la complexité des données d'exister. Alors Jacques Bertin est aussi quelqu'un qui a inventé, ou qui a développé tout au moins, des techniques
manuelle, donc avant l'informatique, hein, on est dans les années 50, il a inventé des techniques manuelles pour ordonner des matrices. Ça intéressera sans doute les gens de la section textile qui sont ici présents. Imaginez qu'à l'époque, des ingénieurs du ministère des Finances allaient voir Jacques Bertin en lui apportant des statistiques pour qu'il puisse faire des tests sur des tests projectifs sur ce que les effets des réformes fiscales qu'ils imaginaient. Et lui, alors, il sortait ses baguettes. Sur des baguettes, il mettait des petits plots de bois peints ou de plastique peints en blanc et en noir, et qui représentaient des données. Et puis, en déplaçant les baguettes, en changeant leur ordre, il arrivait à réordonner les matrices. En fait, c'est quelqu'un qui a fait du tableau Excel à la main avant même que le premier ordinateur arrive sur le premier bureau. Voilà. Et donc les variables graphiques, en fait aujourd'hui, elles sont essentielles. Il faut définir ces variables graphiques pour pouvoir produire en fait des formes qui font sens pour nous. Et dès lors que la variable graphique est simple, là par exemple, c'est juste la vitesse produit de la blancheur, là où l'absence de vitesse, ou la vitesse réduite produit une couleur foncée, alors que plus le vent va vite, plus il est blanc. Donc ça permet parfaitement de voir à la fois les directions, le rythme, et en même temps, en fait, on arrive à avoir une conversion visuelle, une conversion optique de la vitesse, une expression optique instantanée de la vitesse. Ça marche quand c'est animé, mais ça marche aussi quand c'est capturé dans un instant. La vitesse des vents, à un instant donné. Ces variables graphiques, il y a quelqu'un qui fait aussi une intéressante démonstration il y a quelques temps, qui s'appelle Marcos Vestkamp. Maintenant, ça date un petit peu parce que c'est quelqu'un qui travaillait avec Flash, hein, c'est pour tout dire. Seuls les plus anciens dans cette salle se souviennent de ce que c'est que Macromedia Flash. C'était un outil qui permettait de faire de l'interactivité assez évoluée en fait sur le web et qui a disparu à l'apparition des smartphones. Donc Marcos Vestkamp, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le flux d'informations Google News, qui ressemble à ça. Que Google News, tous les jours, agrège les articles de plein de sites web de presse. Et il a comme ça une sorte de photographie de l'infosphère telle qu'elle existe sur Internet. Et il est capable on peut trier, explorer un peu ce flux d'informations en affichant par exemple que les informations du secteur de la culture ou que les informations internationales ou voilà, les informations économiques, etc. Donc c'est une sorte de tableau de bord de l'actualité. Et lui, donc alors vous voyez, là, ça c'est comme ça que Google gère la chose. Donc sur un écran, on peut lire 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 news là qui sont présentes. Et entouré par tout un tas d'outils. Donc, avec exactement le même flux d'informations, Marcos Vestkamp produit cette forme, qui est en fait une autre mise en scène, une autre mise en forme interactive de la même information, mais qui rejoue complètement différemment les choses. Et lui, il a juste trois variables graphiques sur lesquelles il joue. C'est la variable de la taille du titre. Si la typo est grosse, ça veut dire que l'article a été beaucoup cité par d'autres médias, et si le titre est petit, ça veut dire que l'article est moins connu, moins lu en réalité. Hein. Voilà, si la couleur est claire, la couleur, ça veut dire que l'article est récent, et si la couleur est sombre, ça veut dire que l'article est ancien. Et ensuite, le troisième domaine de ces variables graphiques, c'est qu'il affecte un périmètre couleur aux thématiques de news. Par exemple, les news internationales vont être en rouge, globalement. Les news nationales vont être globalement en jaune. Et ensuite, il crée des camailleux de couleurs qui déclinent
plein d'états différents du rouge ou plein d'états différents du violet ou du vert, etc., pour essayer de créer des périmètres quand même. Et alors, ce qui est intéressant dans sa vision, là, je trouve, c'est que c'est une vision en fait qui est culturellement située, puisque en fait, quelqu'un qui a cette idée est forcément quelqu'un qui a déjà tenu un journal dans sa vie, dans ses mains, qui a déjà ouvert, qui a déjà vu une de journal, et papier, je veux dire. Et c'est quelqu'un qui essaye d'exprimer des hiérarchies, mais en les basant, c'est-à-dire ce ne sont pas des décisions manuelles, hein, c'est du design qu'on appelle design paramétrique. Il a affecté des paramètres graphiques au jeu de données, et donc ce qui lui permet de produire cette proposition, c'est une analyse fine de ce que les données contiennent. Qu'est-ce qu'il y a comme information dans mon obtenu de départ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme information dans de quoi est faite la récolte initiale, à partir de laquelle je peux raffiner une nouvelle forme. Donc ça, si vous voulez, c'est la question de la perception instantanée. Maintenant, je voudrais vous parler rapidement de la perception déspécialisée. Hein, vous vous souvenez que c'est les deux pôles là, sur lesquels on réfléchit aujourd'hui. L'instantanéité d'une perception et en même temps sa capacité à être déspécialisée, c'est-à-dire adressée à des non-spécialistes. Là, j'ai quelques exemples à vous montrer, comme par exemple ce projet qui s'appelle Landscape of Inequalities, le paysage des inégalités, d'un artiste qui a représenté des quantités parcellisées de revenus. Donc là, vous voyez la pointe de Manhattan, hein, ici, avec Brooklyn, en partie basse. Et en fait, les immeubles là, qui se dessinent ne sont pas des immeubles, mais sont en fait des extrusions, c'est-à-dire des élévations, à partir du terrain de la parcelle, en fonction des revenus qui existent à cet endroit-là. Donc ça crée une ville, ça ressemble à une ville, mais ça n'est pas une ville, c'est une répartition de revenus. Et donc c'est assez fantastique de voir ces visions, parce que elles sont très évocatrices de plein de choses, quoi. Déjà, ça ressemble un peu à des ruines, donc il y a une sorte de métadiscours, à mon avis, sur l'idée des inégalités, de ce que ça fait à une société, un monde très inégal, qui est quand même assez puissant, une vision puissante. Et puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est d'explorer de trouver ce qui est typique dans le jeu de données, quoi, en fait. Là, par exemple, c'est incroyable de voir les répartitions de concentration, les zones qui sont d'une rue à l'autre, hein. On passe d'une rue à l'autre, on change radicalement de niveau de revenu. Et puis on a l'impression qu'il y a aussi des seuils, il y a des paliers. C'est-à-dire il semble y avoir des plafonds ou des coups de rabot, où tout le monde à un moment donné est logé à la même enseigne, sauf à un moment donné quelques buildings qui sont fantastiquement plus hauts que les autres. Donc déjà, il y a une société à 3 paliers là, un minima. Donc ce sont des choses qui se voient en fait. Elles se voient mieux que si c'était des couleurs. Souvent, on fait appel aux couleurs de l'arc-en-ciel pour indiquer des variations de valeur, mais en fait, c'est pas toujours la meilleure solution. Même souvent, c'est pas très fonctionnel. Ici, ça marche mieux, je le trouve. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant finalement, ce qu'on peut mesurer, c'est l'apport artistique ou l'apport éditorial en fait, hein, aussi, qu'on a quand on crée une forme par rapport à un jeu de données. On peut vouloir dire des tas de choses en plus de la donnée, hein, en position méta, quoi, comme un commentaire. On peut commenter de façon silencieuse. Il n'y a pas de mots, mais c'est un commentaire visuel qui est fait à partir des données qu'on a. Là, il y a aussi un autre projet assez intéressant qui est la dendrochronologie simulée de l'immigration aux États-Unis. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que la dendrochronologie, c'est ça, la dendrochronologie, c'est la capacité de lire, en comptant les rayons des troncs d'arbres, de les situer dans le temps, de refaire l'histoire de l'arbre, puisque en fait, vous savez que l'arbre crée une couche d'écorce, développe une couche dans son tronc chaque année. Hein, donc, on peut suivre précisément un développement historique
l'historicité de l'arbre. Et là, cette méthode graphique est appliquée à la représentation de l'immigration aux États-Unis. Et comme vous le savez, les États-Unis sont un pays qui se sont constitués sur une immigration énorme, en fait, et massive, puisqu'aujourd'hui, les habitants des États-Unis, aujourd'hui, ne sont plus ceux qui étaient natifs du sol. Enfin, pardon, ma formule est impropre. En fait, il ne s'agit plus des gens qui étaient historiquement présents sur le terrain, comme ce qu'on appelle aujourd'hui les Native Americans, c'est-à-dire les Indiens. La majorité de la population est constituée en fait de l'immigration. Et donc là, vous avez une sorte de construction lente qui se fait progressivement, année après année, avec les contingents de personnes qui viennent du monde entier en réalité. Donc en bas à gauche, vous avez un système de légende avec un emploi de la couleur qui permet d'identifier la provenance des immigrants. Et vous avez ensuite cette espèce de vision quantitative qui montre comment, année après année, en fait, il va y avoir une sorte d'accumulation ou bien de provenance. En fait, là, on voit par exemple qu'il y a une boursouflure qui vient de l'Ouest. C'est une boursouflure qui serait européenne. C'est-à-dire jusqu'en 1800, enfin, dans l'année en cours d'ailleurs, qui n'est pas signifiée ici. Alors, je ne me souviens plus quel est le système de mesure exactement, laissez-moi voir. Ah si, c'est dans la décennie, c'est ça. Dans la décennie précédente, donc 1870 à 1880, on voit que c'est principalement en fait l'Europe en fait qui nourrit le contingent d'immigration et que l'Asie est beaucoup moins bien représentée, le Middle East encore moins, presque pas, l'Amérique latine très peu, l'Afrique très peu à cette époque. Canada, Océanie, vous voyez, donc en fait ça permet de comprendre quelle est en fait quelles sont les tendances en fait de l'immigration décennie par décennie, et à chaque fois qu'une décennie est franchie, un cercle blanc se dessine, ce qui permet de conserver une sorte de lecture de chaque décade. Si on observe cette image de près, voilà ce qu'on voit. Chaque petite marque correspond à 100 immigrants. Donc, il s'agit vraiment d'une sorte d'effort, en fait, de représenter la réalité des chiffres, mais avec un apport, en fait, éditorial très intéressant de faire appel à la dendrologie. Donc, la dendrologie, c'est la science des arbres, et la dendrochronologie, c'est donc de dendrone, arbre, chronos, le temps, et logie, discours, le discours sur le temps de l'arbre. La dendrochronologie, c'est ça. Donc finalement, le métadiscours, c'est de dire un pays est un arbre et les immigrants successifs construisent en fait cet arbre. Là, les mêmes auteurs produisent un cartogramme qui exprime les informations état par état. On voit se dessiner la silhouette bien connue du continent, la silhouette bien connue des États-Unis d'Amérique. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça permet d'entrer dans un rapport sensible en fait à l'information aussi. C'est pas parce qu'on manipule des nombres qu'on est dans la fatalité d'une expression qui n'aurait pas de sensibilité, quoi, de potentiel poétique en réalité. Donc je vois qu'il est 10h39, je ne sais pas exactement de quel temps je dispose encore. Juste peut-être sur la question de la déspécialisation, je voudrais vous dire deux choses encore sur la déspécialisation des formes. Et puis, ouais. Est-ce que tu as besoin de combien de temps? Non, mais dis-moi.
Dis-moi, Non, dis-moi comment tu veux que ça se passe. on avait prévu de reprendre à 11 heures, c'est ça? Avec une petite pause, mais Oui, d'accord. Non, bah alors, je vous montre juste un exemple en fait d'arbitrage des formes hein, sur les cartes. Et puis après, je m'arrête là. Euh, vous dire quand même que l'enjeu ici pour moi et pour le design en général, c'est d'être à la fois de faire des formes qui soient à la fois praticables, donc lisibles, compréhensibles, etc., mais aussi habitables, au sens où il faut que ce soit les bonnes formes par rapport à un projet d'habitat qu'on a. Et comme on est dans le cadre d'une conversation, puisque les formes qu'on crée ne sont pas faites pour nous, hein, elles sont faites pour un auditoire, pour quelqu'un. En fait, à mon sens, ce qui est intéressant, c'est de créer une situation où une conversation est possible, où on est d'accord pour partager les mêmes faits, où on est d'accord pour en débattre, et où le mode de représentation qu'on choisit permet en fait de débattre des faits qu'on décrit. L'habitabilité, c'est quelque chose qui est traité en architecture, chez les paysagistes, et peut-être pas encore assez dans le design d'objets ou le design même graphique, mais en fait, c'est une notion qui est très riche. Je pense qu'il y a un écho qui est dû au fait que le micro est toujours branché de ton côté, Aurélie. Alors, hein. Comment est-ce qu'on peut décrire en fait le milieu dans lequel on habite et c'est aussi quelque chose qui dit comment j'ai envie de l'habiter d'une certaine façon. Si, montre-moi la carte que tu fais et ça m'expliquera comment tu comprends dans quel territoire tu vis. En fait, c'est ça. Et donc la proposition de Bruno Latour aujourd'hui, c'est de nous dire attention, maintenant il s'agit d'atterrir dans un nouveau monde parce que le monde il a déjà changé. C'est plus un monde qui nous est donné, c'est un monde dans lequel il faut qu'on comprenne que notre pratique jusqu'à présent ça a été une pratique de prélèvement et aussi de prélèvement d'informations. Et que voilà, maintenant il faut atterrir dans quelque chose d'autre. Il faut atterrir dans des nouvelles formes de conversation en fait. Et c'est pour ça que la data vise, celle qui sert par exemple, celle que vous êtes susceptible de produire, la data vise sur les abeilles, et qui va peut-être se retrouver, en fait, une des questions moi qui m'intéresse de voir avec vous aussi, c'est à qui vous voulez la montrer cette data vise. Elle est faite pour quoi? Elle est faite pour quel regard? Parce que si vous voulez amener une data vise sur le bureau du député en lui disant bah, voilà la situation des abeilles, alors ça vous met dans un projet de communication, en fait, ça vous met dans un projet de conversation. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est pas uniquement la data vise qu'on fait, c'est la conversation qui suit. Le fait qu'on l'ait vu et qu'on l'ait vu, qu'on se soit tous sentis bien à la voir, puisque la data visualisation, elle déspécialisait le sujet, sans le décomplexifier, hein, mais elle le déspécialise. C'est-à-dire, la data vise, c'est plus une question de data scientist, mais ça devient une question éthique, donc auquel tout le monde est invité à contribuer. Et pour ça, pour un dernier exemple de forme alternative que je voudrais vous montrer, c'est ça, c'est par exemple dans le cadre de l'élection Trump-Biden. Il existe encore aujourd'hui des tas de gens aux États-Unis qui disent que l'élection a été volée et que Trump a gagné des élections. Un data scientist qui s'appelle Karim Douyeb s'est ému du fait qu'on utilise ce modèle de carte pour représenter les résultats électoraux, alors que, si vous connaissez un peu le système électoral américain, le résultat d'une élection, c'est assez long. Pendant des jours et des jours, on voit une carte comme ça qui change de couleur, et on en établit après une compréhension, en fait, hein, ou en tout cas, cette carte, elle est censée agir comme le témoin visuel de ce qui est en train de se passer. Et Karim Douyeb disait qu'il faut arrêter d'utiliser ces modèles de représentation qui représentent la Terre plutôt que les gens. Il a créé un système qui s'appelle, fait une petite démonstration visuelle qui dit ce n'est pas la Terre qui vote, ce sont les gens. Et il a changé le système de représentation pour arrêter de représenter des territoires qui auraient voté. Donc, ce n'est pas le territoire qui est rouge ou le territoire qui est bleu, c'est les gens qui ont voté là où ils sont. Et donc, il crée une petite animation, et là, je vous montre quelques captures d'écran de cette animation, pour transformer la carte en disant, voilà, c'est à ça que ressemble la carte des États-Unis quand on parle des votants.
Donc évidemment, c'est plus du tout la même carte que ça. Alors là, il se base, quand il le fait, on est en plein milieu de l'élection, Trump-Biden, mais lui se place sur les résultats de l'élection précédente, qui était Trump-Hillary Clinton. Donc l'élection qui voit Trump accéder au pouvoir. Donc voilà à quoi ressemblait la carte si on représentait un terrain, et voilà à quoi elle représentait, à quoi elle ressemblait, je veux dire, si on représentait les gens. Donc on constate tout de suite que cette carte, elle est beaucoup moins tranchée entre les bleus et les rouges. On n'a pas du tout cette évidence-là. Là, ici, il n'y a pas photo, hein. Si je m'en tiens juste aux variables graphiques qui sont présentes, ma conclusion, c'est que c'est un raz-de-marée républicain. Les démocrates sont complètement balayés, en fait, dans cette élection-là. Ils représentent, je ne sais pas, à vue de nez, je dirais, allez, 15%, 10% du terrain. Ici, je ne me raconte pas du tout le même récit, évidemment. Si je vois cette carte, alors je ne peux plus du tout dire que le raz-de-marée est républicain. Je comprends par contre qu'au milieu des États-Unis, il n'y a personne. Et que les gens sont sur les côtes. Et que sur les côtes, en fait, il y a des mégacités et que ce sont ces mégacités-là, en fait, qui arbitrent. Et on peut aussi se dire, et on peut essayer de représenter le rapport de force à l'intérieur de chaque ville, de chaque métropole, pour voir si dans le cas d'une victoire démocrate ou d'une victoire républicaine, est-ce que cette victoire était franche ou bien est-ce qu'elle était à couteau tiré, à 50-50, quoi. Évidemment, c'est une autre carte. Parce que si je regarde ça aujourd'hui, je peux me dire tout à fait, mais finalement, c'est vrai, on s'est fait voler les élections, nous les républicains. On nous les a volées. Alors on va aller régler ça avec des bâtons au Parlement. On va aller récupérer la victoire qu'on nous a volée. Alors que là, évidemment, on ne peut plus faire cette affirmation d'une façon aussi évidente. Là, on est face à une complexité un peu irréductible, mais du coup assumée. C'est-à-dire que les journaux qui publient une carte de ce type, d'ailleurs, aucun journal ne publie une carte de ce type, peut-être à l'exception d'un seul. Et c'est marrant parce que c'est ce matin dans Libération. Si vous regardez Libé aujourd'hui, il y a une carte qui commence à réfléchir, à représenter plutôt des populations plutôt que des territoires. Donc peut-être que finalement ce message est aussi en train de passer dans les médias, mais en tout cas, il y a une responsabilité du média à choisir cette forme de carte plutôt que celle-ci. Parce qu'on ne se fait pas le même récit à partir de ces deux cartes. Et puis Karim Douyeb dit aussi, finalement, ce qui compte, c'est pas tellement le pays, la géographie des États, c'est le nombre de grands électeurs qui sont dans chaque État. Et donc, si on représente les États-Unis en tant que nombre de grands électeurs, vous voyez le poids de la Floride versus le poids de l'Alaska, en bas, qui a été déplacé en bas à gauche de la carte. Là, vous voyez la Floride et l'Alaska, ils ont à peu près la même surface. Donc, on pourrait penser qu'elles ont le même poids. Ou en tout cas, dans ma rétine. Ce que le designer m'a dit, là, c'est que la Floride et le Canada ont le même poids. Ici, ce que le designer me dit, c'est attention, l'Alaska, pardon, c'est 3 grands électeurs et la Floride, c'est, je sais pas, une trentaine. Quelque chose comme ça. Donc voilà, vous voyez, la forme, choisir la bonne forme, en fait, après, d'une certaine façon, oriente la conversation qui va avoir lieu. Oriente la conversation. Voilà. Donc je voulais finir là-dessus, peut-être vous montrer un dernier slide si vous voulez en savoir plus. Ah ouais, le truc dont j'ai pas du tout parlé, c'est tous les outils Internet pour faire de la data vise. Il y en a plein. Il y a plein d'outils qui permettent de générer à partir là, je vous en montre juste un, mais en fait, il y en a énormément. Donc, j'ai malheureusement pas le temps de traiter cette question aujourd'hui. Je finis sur quelques bouquins qui peut-être vous seront utiles pour poursuivre la réflexion. Voilà.